Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche 18 décembre 2024, le Ghana et la Namibie ont de nouveaux présidents. John Mahama a battu le vice-président sortant au Ghana, alors que les Namibiens ont plébiscité Netumbo Nandi Ndaitwah comme première femme à la tête du pays. Le président américain Joe Biden a effectué sa première visite en Afrique. En Angola, Joe Biden est venu consolider le projet du corridor de Lobito qui vise essentiellement à concurrencer la Chine, l'influence de la Chine sur le continent africain. Le Burundi accuse encore une fois le Rwanda de vouloir déstabiliser son territoire. Le président Evariste Ndayishimiye l'a déclaré à la télévision TV5 Monde en marge de la table ronde des investisseurs étrangers. Le Sénégal et le Burkina Faso ont de nouveaux gouvernements. Cela fait suite au Sénégal aux élections parlementaires législatives, alors qu'au Burkina Faso, cela vient plutôt de la décision du président Ibrahim Traoré. Bienvenue encore. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir, Mahmoudou Bawumia, a reconnu dimanche sa défaite face au candidat de l'opposition et ancien président John Dramani Mahama lors de l'élection présidentielle qui a été très disputée. Avant l'annonce officielle, Bawumia a déclaré aux journalistes qu'il respectait la décision des Ghanéens de voter pour le changement. Je viens d'appeler son Excellence John Mahama pour le féliciter en tant que président élu de la République du Ghana, a-t-il déclaré depuis sa résidence dans la capitale, Accra. Mahama a reconnu l'appel du candidat du parti au pouvoir dans un message sur la plateforme X, qualifiant sa victoire de catégorique. Des célébrations ont éclaté parmi les partisans du candidat de l'opposition dans certaines parties du pays, notamment dans la capitale, Accra. L'élection s'est déroulée dans le contexte de la pire crise du coût de la vie que le pays ait jamais connue depuis une génération et a été considéré comme un test décisif dans la démocratie, pour la démocratie dans cette région, c'est que par des violences extrémistes et des coups d'État. Baouma se présentait comme porte-drapeau du nouveau parti patriotique ou NPP au pouvoir et qui a eu du mal à résoudre la crise économique sous le président sortant Nana Akufo-Addo. Mahama, âgé de 65 ans, a été président du Ghana entre juillet 2012 et janvier 2017. Durant sa campagne, Mahama a promis de réinitialiser le pays sur différents fronts et a décidé de séduire les jeunes Ghanéens et qui voyaient dans le vote une issue à la crise économique qui traversait le pays. Je m'engage à mettre en œuvre des mesures économiques pour lutter contre l'inflation et rendre les produits alimentaires plus accessibles à tous les ménages du Ghana. Je m'engage à mener une guerre implacable contre la corruption et à procéder à la restitution de tout le butin. Cette opération sera menée avec zèle afin de récupérer l'argent et les biens volés pour le développement de notre pays et pour le bénéfice de nos jeunes. Netumbo Nandi Ndaitwah a été élue présidente
de la Namibie et sera la première femme dirigeante du pays, selon les résultats publiés par la commission électorale du pays. Madame Netumbo Nandi Ndaitwah, âgée de 72 ans, a gagné avec 57% des voix, et selon les résultats officiels déclarés mardi par la commission électorale, faisant fi des prédictions sur lesquelles elle pourrait être contrainte à un second tour. La nation namibienne a voté pour la paix et la stabilité, a déclaré Nandi Ndaitwah après avoir été déclaré président élu, présidente plutôt. Je suis la première à admettre que mon élection à la plus haute fonction du pays brise certainement le plafond de verre des femmes namibiennes. Sa victoire consolide les 34 années au pouvoir du parti SWAPO. Les partis d'opposition ont rejeté les résultats après que les élections ont été gâchées par des problèmes techniques, et notamment des pénuries des bulletins de vote et d'autres problèmes, ce qui a obligé les responsables électoraux à prolonger le vote jusqu'à samedi. De longues files d'attente ont poussé certains électeurs à abandonner le premier jour du scrutin après avoir attendu jusqu'à 12 heures. Les partis d'opposition ont déclaré que la prolongation était illégale et se sont engagés à contester les résultats devant les tribunaux. Le candidat du principal parti d'opposition, patriote indépendant pour le changement, IPC, Penduleni Itula, est derrière Nandi Toila avec 25,50% des voix selon la commission électorale. L'état de droit a été grossièrement violé et nous ne pouvons, par quelque moyens ou mesures que ce soit, qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes, a déclaré samedi le candidat malheureux Itula. Nandi Ndaitwah a été promue vice-présidente en février après le décès du président Hedge Ndengop lorsqu'il était encore au pouvoir en fonction. Elle a fait ses débuts en politique en participant au mouvement indépendantiste clandestin du pays dans les années 70. Elle est revenue du Royaume-Uni où elle vivait pour rejoindre le Parlement en 1990 et ensuite occuper le poste de ministre avec plusieurs portefeuilles au fil des ans. Des centaines de personnes ont défilé vendredi au Tchad pour appeler au retrait des troupes françaises du pays, une semaine après que les autorités ont mis fin à l'accord militaire avec son ancienne puissance coloniale. Les manifestants dans la capitale N'Djamena ont scandé Tchad pour nous, France dehors, avec certains brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous ne voulons pas voir un seul Français au Tchad ». La semaine dernière, le Tchad a annoncé dans un communiqué qu'il mettait fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France afin de redéfinir ses partenariats stratégiques conformément aux priorités nationales. La France a maintenu environ 1000 soldats au Tchad. Certains manifestants se sont rendus vendredi sur une base aérienne militaire où sont stationnés des soldats français et ont appelé à leur départ. D'autres se sont rassemblés devant l'ambassade de France, placée sous la protection renforcée de l'armée tchadienne. Nous ne voulons plus de la présence française au Tchad, a déclaré l'ancien ministre de la Santé publique, le docteur Hissène Massar. Cette protestation cessera une fois que les Français auront quitté le Tchad, a-t-il insisté. Le 5 décembre, une première manifestation avec les mêmes slogans avait réuni quelques centaines de personnes à Abéché, une ville commerçante de l'est du pays.
organisé par le maire et encouragé par le gouverneur régional, et selon la télévision publique du Tchad. Il s'agit d'une première pour ce pays sahélien, allié traditionnel de la France et dernier État de la région à accueillir ces soldats, qui a annoncé le 28 novembre sa décision de mettre fin aux accords de sécurité et de défense hérités de l'époque coloniale. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Le Tchad était l'un des derniers pays de la région dans lequel la France maintenait une présence militaire importante après avoir été chassée ces dernières années du Niger, du Mali et du Burkina Faso, après des années de lutte contre les extrémistes aux côtés des troupes régionales. Et ces pays se sont rapprochés de la Russie, qui a déployé des mercenaires dans tout le Sahel, la vaste étendue située au-dessous du désert du Sahara. Le Tchad a déclaré que la décision de mettre fin à l'accord ne remet en aucun cas en cause ses liens historiques avec la France et qu'il souhaite maintenir des relations dans d'autres domaines d'intérêt commun. Des combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23 ont repris à l'est du Congo, marquant ainsi une nouvelle violation de ce cessez-le-feu avant d'éventuelles négociations. C'est du moins ce qu'ont indiqué les deux parties belligérantes. L'armée a déclaré dans un communiqué avoir infligé lundi de lourdes pertes aux rebelles dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu, dont plusieurs morts et blessés. Un porte-parole du M23 a déclaré également sur X que le mouvement avait été attaqué par l'armée tôt mardi. Le M23, l'un des 100 groupes armés qui se battent pour reprendre pied dans l'est du Congo, riche en minerais, vous le savez, près de la frontière avec le Rwanda, dans un conflit qui a créé l'une des plus grandes crises humanitaires au monde. Plus de 7 millions de personnes ont été déplacées. Le Congo et les Nations Unies accusent le Rwanda de soutenir le M23. Le Rwanda rejette l'accusation, mais a admis en février qu'il disposait de troupes et de systèmes de missiles dans l'est du Congo
pour garantir sa sécurité, soulignant le renforcement des forces congolaises près de la frontière. Les experts de l'ONU estiment qu'il y a jusqu'à 4000 soldats rwandais sur le sol de la République démocratique du Congo. La reprise des combats intervient alors que le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame doivent normalement se rencontrer le 15 décembre selon l'agence de presse nationale angolaise qui joue le rôle de médiateur dans nos conflits. Ce serait leur première rencontre officielle depuis l'année dernière. Le Burundi a organisé du 5 au 6 décembre une table ronde économique déterminante pour son développement. L'objectif était de mobiliser des financements nécessaires à la réalisation de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. Des ressortissants de plus de 30 pays, soit plus d'une centaine d'investisseurs internationaux, se sont joints aux nationaux à Bujumbura. Ces assises ont abouti à des résultats positifs marqués par l'engagement renouvelé des partenaires traditionnels au développement et la ferme volonté des investisseurs privés de soutenir le Burundi dans sa trajectoire de croissance. C'est du moins ce que nous lisons sur le site Internet de la présidence burundaise. Dans son discours de clôture, le président Évariste Ndayishimiye a exprimé sa gratitude envers tous les participants, soulignant qu'à cette rencontre constituait une étape clé pour bâtir la confiance mutuelle, gage de tout succès. Il a également précisé que les premiers jalons étaient désormais posés et qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Cette table ronde marque ainsi un tournant majeur dans la dynamique de transformation du pays et ouvre la voie à des collaborations et à un avenir prospère pour le Burundi. En marge de cette table ronde, le président burundais Evariste Ndayishimiye, dans une interview qu'il a accordée à la télévision TV5 Monde, est encore revenu sur ses relations difficiles avec le Rwanda, qu'il accuse de déstabiliser son territoire, ce qui l'a poussé à fermer ses frontières. Ça fait presque un an que vous avez fermé les frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette situation diplomatique avec votre pays? D'abord, ce n'était pas la première fois qu'on fermait les frontières. Quand les putschistes ont fui vers le Rwanda, on a fermé les frontières. En 2020, je voulais montrer la bonne foi que j'ai. J'ai ouvert les frontières et j'ai entamé le dialogue avec le Rwanda. On a fait un dialogue, on a fait des rencontres et on s'est entendu très bien. Et le président rwandais a accepté réellement de remettre ces putschistes au maître de la juridiction burundaise. Il y a eu des équipes techniques qui se sont rencontrées plus de 5 fois. Et ils se sont mis d'accord. Mais quand il s'agit d'appliquer, c'est là où c'est difficile. Jusqu'à maintenant, mais malheureusement, au moment où ils refusent de remettre ces putschistes, ils organisent le terrorisme au Burundi. Ils se sont infiltrés du Rwanda et ils ont tué des gens. Ils ont fait des actes, des crimes terroristes ici dans le pays. Donc vous accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes sur le sol burundais? Parce qu'ils venaient du Rwanda, ça se planifiait au Rwanda, c'est le Rwanda qui les entretient, qui les entraîne. Et ils s'infiltraient du Rwanda. Alors, pour sécuriser les citoyens burundais, on a été obligé de fermer les frontières jusqu'à ce que le Rwanda montre sa bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord qui a été décidé entre nous, entre les présidents, entre nos équipes techniques. Donc le jour où ils vont remettre ces putschistes, en ouvrant pour les recevoir, les portes resteront ouvertes. Donc le problème n'est pas au Burundi, le problème se trouve là-bas au Rwanda. Le président américain Joe Biden a donc effectué cette semaine, en début de semaine, son premier voyage en Afrique en tant que président des États-Unis. En Angola,
Il a participé au sommet sur le corridor de Lobito qui a réuni plusieurs chefs d'État africains et le président américain. Donc, ce projet d'une ligne ferroviaire vise à relier la Zambie à l'Atlantique via la République démocratique du Congo et l'Angola pour pouvoir exporter les ressources minières de ces pays. Le président des États-Unis a insisté sur le fait que ce projet permettra d'accélérer l'exportation de minerais critiques comme le cobalt et le cuivre nécessaires à la transition énergétique mondiale. Avec des relais réduits de 45 jours à 45 heures pour certaines exportations, ce corridor incarne la volonté américaine de proposer une alternative crédible aux investissements chinois selon des sources américaines. Joe Biden a déclaré que ce projet illustre une approche transparente et respectueuse des normes environnementales et sociales visant à offrir des alternatives aux communautés locales et à éviter des dettes écrasantes. Pour la Chine, ce projet représente en revanche une nouvelle concurrence dans un espace où elle est jusqu'à présent dominante. Les États-Unis se positionnent ainsi en rivaux, répondant aux promesses de Pékin, comme l'annonce récente de 50 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Pour la République démocratique du Congo, les enjeux sont à la fois économiques et sécuritaires. Le chef de l'État congolais a salué les opportunités offertes par le corridor qui pourrait générer jusqu'à 30 000 emplois et réduire les coûts logistiques pour les exportateurs. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Cependant, Félix Tshisekedi a souligné que la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo est essentielle pour le succès de ce projet. Cette question a d'ailleurs été au centre de sa rencontre bilatérale avec le président Joe Biden, au cours de laquelle les deux leaders ont discuté des efforts régionaux de paix, notamment sous la médiation angolaise. Pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales.
nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a procédé à un léger remaniement gouvernemental au Sénégal après l'élection de El Malick Ndiaye à la présidence de l'Assemblée nationale. À la suite de la démission de El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale le lundi 2 décembre, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un léger remaniement du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une seule nouvelle entrée a été enregistrée. Il s'agit de celle de Abbas Fall, nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, en remplacement d'Oyamouka Diémé. Ce dernier s'occupe désormais du département des infrastructures du transport terrestre et aérien, précédemment dirigé par le nouveau président de l'Assemblée nationale. Tête de liste de PASTEF à Dakar lors des législatives anticipées du 17 novembre, Abbas Fall, un adversaire de taille en la personne du maire de la capitale, Barthélémy Dias. Le mandat de député étant incompatible avec la fonction de ministre au Sénégal, le nouveau président ne siégera pas au Parlement. Le remaniement maintient en poste les principaux responsables des ministères stratégiques, notamment Yassine Fall à l'intégration africaine et aux affaires étrangères, le général Bilham Diop aux forces armées et Ousmane Diagne à la justice. Et par ailleurs, nous nous signalons évidemment que le Premier ministre Ousmane Sonko est resté à son poste et a d'ailleurs démissionné de l'Assemblée nationale, alors qu'il venait juste d'être élu comme député lors des élections anticipées du 17 novembre. Au Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre de la Communication du gouvernement dissous la veille par décret présidentiel, a été nommé Premier ministre samedi 7 décembre. Vendredi, le capitaine Traoré avait démis de ses fonctions le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela et dissous le gouvernement sans en fournir aucun détail. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 8 décembre 2024. Je vous en rappelle les titres principaux. Le Ghana et la Namibie ont de nouveaux présidents. John Mahama a battu le vice-président sortant qui était candidat du parti au pouvoir, alors que en Namibie, les citoyens ont décidé de mettre à la tête de leur pays Netumbo Nandi-Ndaitwah, première femme à diriger le pays. Le président américain Joe Biden a effectué sa première visite en Afrique, en Angola. Joe Biden est venu consolider le projet de corridor de Lobito qui vise à concurrencer l'influence de la Chine sur le continent noir. Le Burundi accuse encore le Rwanda de déstabiliser son territoire. Le président Evariste Ndayishimiye l'a déclaré à la télévision TV5 Monde en marge de la table ronde des investisseurs étrangers. Au Sénégal et le Burkina Faso, ont de nouveaux gouvernements. Au Sénégal, cela fait suite aux élections législatives, tandis qu'au Burkina Faso, cela vient de la décision présidentielle. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 8 décembre 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche 15 décembre, dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente semaine et à bientôt. Au revoir.